Donc, bienvenue à cette séance de ce soir sur comment accueillir les insectes pollinisateurs au jardin. Je vais vous partager voilà, des trucs et astuces qu'on peut mettre en place assez facilement dans son jardin pour avoir des résultats déjà assez visibles rapidement. Tout d'abord, quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Adalia est une ASBL active, Adalia 2.0, est une ASBL active dans le secteur des espaces verts en région wallonne. Et notre mission est de sensibiliser les professionnels, mais aussi les particuliers, à la gestion écologique des espaces verts, donc ceux y compris les jardins. On informe, on conseille, on forme. Et on a aussi vraiment une mission de mettre en réseau et de valoriser, d'accompagner les initiatives positives pour l'entretien des espaces verts. Voilà quelques logos de nos différentes campagnes. Voilà, le printemps sans pesticides qui a pour le moment, qui a lieu pour le moment. Et notamment aussi les jardineries sans pesticides, Wallonie en fleurs, bref. Voilà. Et maintenant, à vous de me dire quelques mots. Voilà, j'espère que vous êtes prêts à démarrer. Est-ce que vous avez un jardin, un petit ou un grand? N'hésitez pas à le partager avec nous dans le chat. Et voilà, ça me permettra d'avoir une petite idée du profil des auditeurs. Et voilà, si vous connaissez des insectes pollinisateurs, n'hésitez pas à l'afficher dans le chat. Voilà, je vous laisse quelques minutes si vous avez envie de partager. Voilà, donc la question c'est est-ce que vous avez un jardin, un petit, un grand, un grand jardin, une jungle, c'est super. Merci, Véro et Serge. Est-ce que d'autres veulent aussi partager avec nous? Voilà, super. Un petit, moyen. On verra effectivement que forcément avec la taille, ça change un petit peu, mais déjà avec un petit jardin, on peut faire déjà des chouettes choses. Super. Voilà, et les pollinisateurs, vous allez voir, voilà, en moyen, je vois encore une pièce d'eau, c'est super. Les bourdons, les abeilles, effectivement, sont des insectes pollinisateurs, abeilles sauvages. Très bien, merci. Eh bien, voilà, justement, pour aborder un peu cette thématique, on va s'attarder un tout petit peu de temps sur justement la variété des pollinisateurs. Pour après ensuite passer aux aménagements qu'on peut faire. On verra qu'il y a forcément, un lien entre la diversité des pollinisateurs, la diversité de leurs besoins et du coup, ce qui en découle, la diversité des aménagements qu'on peut faire. On s'attardera d'une part à des aménagements pour les nourrir et d'autre part des aménagements qui peuvent leur offrir, le gîte. Et voilà, je m'attarderai, tout au long de la présentation aussi à des choses à éviter à faire et enfin, je vous rappellerai quelques petits conseils. Alors, qui pollinise? Nous avons tout d'abord le vent, mais aussi effectivement les insectes et nous avons aussi, des oiseaux, des rongeurs, des reptiles, des écureuils, des singes, forcément pas dans nos pays et même dans, certaines circonstances, les humains, peuvent être des vecteurs de pollinisation. C'est ce qui se passe quand on dissocie la fleur de son insecte pollinisateur, comme le cas de la vanille qui a été importée à Madagascar sans son insecte pollinisateur et donc les humains doivent eux-mêmes au pinceau venir polliniser cette fleur. On estime que 70 à 80% des plantes sont pollinisées par des insectes. Et donc, c'est un service finalement qu'ils nous rendent puisque, voilà, ils nous permettent de produire fruits et légumes et on estime à 153 milliards d'euros par an, ce service économique qu'ils nous rendent.
donc un tiers de la production agricole. Donc c'est vraiment non négligeable. Voilà donc les différents pollinisateurs qu'on va retrouver en Europe. On aura les papillons, les coléoptères, les abeilles, les cirques, les guêpes. Et parmi les abeilles, celle qu'on connaît le plus, c'est Apis mellifera, qui est l'abeille qu'on utilise pour produire du miel. Mais à côté de cette espèce, en Belgique, on va retrouver près de 400 espèces sauvages. Donc on voit déjà qu'il y a un grand nombre d'espèces qu'on ne connaît pas, ou peu en tout cas. On va un petit peu aller dans les détails, mais pas trop longtemps, hein, parce qu'on avait eu l'occasion de vous proposer un webinaire vraiment sur les pollinisateurs. Donc tout d'abord, on a les abeilles et les bourdons, on l'avait mentionné dans le chat, qui sont des vraies championnes de la pollinisation. Grâce à leurs poils, c'est énormément de pollen. Parmi ces abeilles et bourdons, on va trouver une variété de gîtes. Certaines vont nidifier dans la terre, d'autres dans des tiges, d'autres dans des troncs, d'autres dans les joints de murs. Parmi les abeilles sauvages, 80% d'entre elles sont terricoles, c'est-à-dire qu'elles vont creuser leur nid dans la terre. Certaines vont être solitaires et d'autres vont se développer en colonie, donc comme la fameuse abeille qu'on connaît tous qui se développe dans des ruches. Certaines seront très précoces, donc vont émerger dès le mois de février, et certaines vont même rester très tard, jusqu'au mois de novembre. Donc de février à novembre, on pourra rencontrer différentes espèces. Voilà, forcément, ces informations vont nous permettre de juger quelle fleur sera intéressante et aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur gîte. Les papillons, je vois aussi qu'on l'a mentionné dans le chat. Effectivement, c'est un groupe d'insectes de pollinisateurs. On va retrouver dans les papillons des papillons de jour ou des papillons de nuit. Les papillons de nuit représentent 90% des papillons. Et donc, on a des fleurs qui vont développer toute une stratégie justement pour attirer ces papillons, qui vont par exemple développer un parfum qui émergera plutôt en soirée ou la nuit. Et voilà ici quelques exemples de papillons. On a le vulcain ici sur la gauche, et à droite, on retrouve le sphinx. Oh, j'ai oublié son nom exact. Un sphinx qui a une longue trompe. On voit déjà que certains les papillons ont des longues trompes qui vont leur permettre d'aller assez profond au sein des fleurs. Et donc, on voit qu'on a déjà une configuration de l'organe qui va chercher le pollen ou le nectar qui est déjà différente des abeilles et des bourdons. On a aussi le groupe des cirques, qui sont en fait des mouches déguisées en abeilles. Pour bien les différencier des abeilles, quelques petites caractéristiques. Elles ont des antennes beaucoup plus courtes. Elles volent souvent en mode stationnaire. Elles ont une paire d'ailes et non deux. Et alors, elles ont des grands yeux globulaires qui prennent toute la face de leur tête, contrairement aux abeilles qui ont des yeux plutôt sur le côté. Et certains cirques, donc ça va être aussi au stade larvaire ou de chenille, ça va être un allié pour le jardin, et d'autres vont pondre dans l'eau. Adultes, elles vont se nourrir du nectar de fleurs comme les carottes sauvages ou les carottes cultivées, le fenouil, l'aneth, le persil. Donc déjà, premier indice, c'est déjà super quand on laisse monter en graines des plantes dans le potager, ça peut déjà attirer aussi des pollinisateurs. Et adultes, et alors c'est ça, les premières vont apparaître au mois de mars et on en verra jusqu'au mois d'octobre pour les espèces les plus tardives. Vous avez ici 2 exemples de cirques qu'on peut rencontrer dans les jardins.
Et enfin, ça, c'est peut-être un groupe qu'on imagine moins comme des insectes pollinisateurs, mais les coléoptères, certains coléoptères vont avoir cette capacité de polliniser parce qu'ils se nourrissent des étamines et du pollen. Et de ce fait, ils vont transporter d'une fleur à l'autre le pollen. On a en haut à gauche la cétoine dorée qui va se nourrir donc sur les rosacées et elle pond dans le compost et dans le bois mort. Elle est très utile aussi au jardin. On pourra l'observer de mars à octobre. J'ai mis ici à droite la larve de cétoine à côté de la larve de hanneton pour bien les dissocier. Ils se ressemblent assez fort, mais on voit que les pattes sont beaucoup plus développées pour l'hanneton. Hanneton qui peut poser des problèmes dans le potager. On a en bas à gauche le clit de bélier qui va aussi se nourrir de nectar et de pollen. Et là, il va s'attarder plus aux sureaux, cornouillers et les ombellifères. Il pond sur du bois mort et on peut l'observer du mois de mai au mois d'août. Voilà 2 exemples et voilà, on a parcouru un peu les grands groupes des pollinisateurs et vous voyez qu'on a déjà quand même une grande diversité. Et je vous invite à aller plus loin si vous le souhaitez en regardant notre webinaire sur les abeilles sauvages ou si vous avez envie de vous amuser au jardin, d'utiliser nos clés de détermination qu'on distribue à nos différents événements ou bien qui est disponible sur l'adresse internet ici. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au cœur du sujet. Comment accueillir les pollinisateurs? Tout d'abord, le couvert. Comment les nourrir suffisamment? Eh bien, une question qu'on se pose souvent, est-ce que l'horticole c'est bien? Est-ce qu'il faut privilégier l'indigène, le local? Voilà. Ce sont des questions. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que les abeilles ont besoin de fleurs simples et non doubles. On a l'exemple ici. Vous avez en bas à gauche, vous avez un rosier sauvage, donc un églantier, qui a 5 pétales et qui présente beaucoup d'étamines chargées de pollen. On le voit à l'œil nu. Ici, vous avez à droite des roses avec énormément de pétales. On ne voit pas s'il y a des étamines, il n'y en a peut-être pas, et pas de pollen. Donc, c'est vraiment, ce sont des variétés qui ont été sélectionnées pour leur beauté esthétique et non pas pour leurs caractéristiques en pollen et en nectar. Ici, l'exemple est flagrant et parfois on peut avoir aussi certaines espèces horticoles du coup qui vont attirer les insectes, comme par exemple sur le deuxième exemple. Ici, vous avez à gauche un bleuet simple et à droite un bleuet double horticole qui finalement va faire un peu il va attirer des insectes qui vont finalement perdre beaucoup d'énergie à aller butiner ce genre de fleurs. Donc ça, c'est voilà, première chose qui peut vous permettre de choisir. L'horticole peut être intéressant. L'idéal, ce sont les indigènes. On sait qu'ils sont adaptés à nos insectes pollinisateurs et certaines horticoles peuvent présenter des caractéristiques très mellifères. Et l'avantage, c'est qu'on peut y retrouver aussi des caractéristiques esthétiques qui peuvent être intéressants pour nos jardins. Voilà, l'important, c'est vraiment de prendre des inflorescences simples et de s'assurer que ce ne sont pas des plantes invasives. Je vous conseille d'aller voir le site internet ecowal.be. Vous y retrouverez à la fois un onglet sur les plantes indigènes, mais un onglet avec des plantes horticoles qui peuvent vous permettre d'apporter de la nourriture à ces insectes et à la fois jouer aussi sur l'esthétique. L'idéal, finalement, c'est de combiner l'indigène et l'horticole. De cette manière, on comble un peu l'aspect parfois inesthétique des indigènes seuls. Et surtout quand on a un petit jardin, ben voilà, on peut avoir légitimement l'envie de soigner un peu l'esthétique. Et donc, la combinaison permet vraiment d'arriver à des chouettes aménagements intéressants pour les insectes. Je vous conseille également, c'est ce qu'on conseille également, c'est de choisir des pépinières locales et de vous assurer que ces plantes soient élevées
localement. De cette manière, elles seront adaptées aux conditions climatiques de votre jardin. Voilà, plutôt que de prendre des plantes qui viennent de Hollande ou qui ont été cultivées aux Pays-Bas. Enfin, voilà, là, c'est ça qui est important aussi. Et donc, éviter à tout prix les invasives. Je vous remets ici l'adresse d'un site internet qui répertorie toutes les plantes invasives. Je vous ai mis un exemple parce que malheureusement, on le voit encore souvent en vente dans les pépinières. Il s'agit du Buddleia David, qui est appelé aussi arbre à papillons. Et malheureusement, cet arbre, à la fois les feuilles sont toxiques pour les chenilles des papillons et les fleurs ne fournissent pas autant de nectar que d'autres espèces indigènes. Donc voilà, malheureusement, dans la législation, il y a encore des aberrations. On peut vendre des plantes invasives, donc il faut vraiment faire attention à la plante que vous achetez et bien poser des questions à la pépinière où vous les achetez. Ici, un autre exemple d'une l'onagre rosée qui est aussi un piège pour le sphinx. Voilà. Je vous répertorie, avant d'aller plus loin dans le détail sur les fleurs qui peuvent être vraiment très intéressantes, hem, des pépinières ou voilà, même des sites internet où vous pouvez acheter des semences de fleurs, ou des plantes mellifères. Hem et enfin, si voilà, vous n'avez pas la chance d'avoir ces pépinières, près de chez vous, je vous invite à aller sur le site artisanduvégétal.be et là sont répertoriées des pépinières qui, justement produisent localement. Donc ils sont labellisés justement. C'est un label pour, valoriser les pépinières locales. Maintenant, il se peut que toutes les pépinières ne soient pas répertoriées dessus, c'est encore un label en développement, mais voilà, c'est déjà une piste et n'hésitez surtout pas à poser des questions, à votre, pépiniériste. Voilà, maintenant passons à l'attaque. On va commencer par l'arbre et la haie. L'avantage des arbres, et des buissons, c'est que, ils vont assurer une pérennité d'une ressource alimentaire plus que, des plantes herbacées. De plus, la quantité de pollen ou de nectar est plus importante sur un seul individu et en plus, ça apporte structure et abri dans, votre jardin et la haie, permettra de diversifier l'alimentation aussi des insectes. Vous pourrez jouer sur la période de floraison et offrir, tout au long de l'année, de la nourriture. Voilà ici en exemple, un tilleul à petites feuilles qui est très riche en pollen et l'avantage des tilleuls en général, c'est qu'ils sont réputés pour être résistants au changement climatique. Alors, avant de planter et de choisir, les espèces que vous allez mettre, c'est très important, de bien vous questionner sur la place que vous avez. Est-ce que c'est une place ensoleillée, à mi-ombre, à l'ombre? Quel est le type de sol? Est-ce que c'est un sol sec, frais? Hem et voilà, jusqu'à quelle hauteur vous pouvez aller? Est-ce que cet arbre risque d'embêter vos voisins ou pas? Voilà, c'est peut-être bête à dire, mais ce sont des questions où c'est important, de s'y prendre à temps plutôt que trop tard et que l'arbre soit trop grand et ingérable. Donc voilà, on choisira des espèces pour les fleurir, pour fleurir ici quelques indications d'espèces résistantes, réputées en tout cas résistantes au changement climatique. On a les tilleuls, le pommier sauvage, des plantes qui résistent aux sécheresses. On va retrouver les érables, le poirier sauvage, le pommier sauvage et les tilleuls. Vous pouvez trouver des espèces indigènes sur le site mae.be. On a ici en premier exemple le saule qui va présenter un très gros avantage, c'est qu'il va fleurir assez tôt dans la saison, déjà au mois de février-mars. Et il est très riche en pollen et nectar. Il va attirer des andrènes, des bourdons, des halictes, voilà, des sortes d'abeilles sauvages. Alors, toujours dans les hauts arbres,
On va retrouver, l'érable sycomore qui lui va fleurir d'avril à mai, mais attention parce que l'espèce est toxique pour tout ce qui est, chevaux. On pourra mettre, du merisier, qui fleurira d'avril à mai, le pommier sauvage aussi et le châtaignier. Voilà, le merisier, ici un pommier sauvage qui est plus petit, hein, que les autres et enfin un châtaignier. Alors maintenant, on peut passer aux arbustes. L'avantage des arbustes que je vous présente ici, c'est que si vous avez un jardin petit ou moyen, vous pouvez les tailler. On aura le noisetier en début de saison. Ensuite, le cornouiller mâle, la bourdaine, le troène. On va revenir dessus dia par dia. Et puis les petits fruitiers comme des groseilliers, des cassis, des framboisiers. Et donc, on voit que de janvier jusqu'au mois d'août, on peut offrir le couvert aux insectes. Voilà ici un très beau cornouiller mâle hein, qui fleurit au mois de mars. Ici, il est déjà très grand. La bourdaine, qui voilà peut être est aussi plus petite, elle doit faire de 2 à 3 mètres. Ici, on a la chenille du citron qui se nourrit également des feuilles. Donc, on a à la fois les fleurs qui sont intéressantes, mais aussi les feuilles et puis les fruits pour les oiseaux. Voilà, ici, je vous ai mis 2 variétés, par exemple, plutôt horticoles, mais qui restent intéressantes au niveau mellifère. Si vous avez un jardin plus petit, ce sont des espèces qui vont être moins grandes. Donc, on a la variété Asplenifolia et la variété Fanline. Mais ça, n'hésitez pas à demander aussi à vos pépiniéristes. Le troène aussi est une espèce intéressante. Certaines variétés peuvent même garder leurs feuilles. Et voilà, je vous ai mis ici une espèce horticole qui est notamment référencée sur le site d'EcoWall. L'avantage, c'est qu'il est plus petit que les autres. Donc, si vous avez un jardin plus petit, mais voilà, vous voyez qu'il est quand même déjà bien buissonnant et qu'il fleurit de mai à juin. Donc maintenant, au niveau de la plantation et de l'entretien, c'est très important avec les changements climatiques qu'on observe de plutôt privilégier les plantations d'automne, donc avant les gels, parce que la plante aura l'occasion de bien s'implanter, de bien développer son système racinaire avant la reprise du printemps et du coup sera un petit peu plus résistant en été s'il y a des grandes sécheresses. Et puis, on conseille de mettre des individus de petite taille qui seront moins traumatisés par le dépotage, le déplantage de la pépinière euh, à la plantation chez vous. Alors, on plantera hors gel, on évitera les périodes de vent fort et de sol très très mouillé. Voilà. L'idéal, c'est de ne pas tailler vos haies. C'est comme ça qu'elles vont pouvoir exprimer leurs caractéristiques florales au mieux. Maintenant, voilà, si vous avez un petit jardin, ces essences justement sont adaptées. On taillera plutôt au mois de novembre pour du repos de la végétation pour ne pas perturber la reproduction, la floraison et la fructification. Et là, pour les tailles, il faut vraiment s'attarder. Chaque espèce nécessite une taille différente. Voilà, demandez également à votre pépiniériste en fonction de l'essence que vous choisissez. N'hésitez pas à laisser une bande enherbée au pied de la haie et de mettre les branches mortes pour favoriser des micro-habitats au pied de la haie. Et on a également des plantes grimpantes qui vont permettre d'étaler encore plus la floraison. Le lierre, c'est vraiment l'espèce la plus, allez, la star du jardin pour les pollinisateurs. Il va servir d'abri à de nombreux papillons pendant l'hiver, comme le citron.
Il va aussi offrir voilà, du nectar et du pollen assez tardivement, de septembre à octobre. Donc, ça va être très intéressant pour les espèces plus tardives. Et voilà, certaines espèces sont vraiment étroitement liées au lierre. On a également le chèvrefeuille qui est très intéressant. Et puis en plus, il développe un parfum assez chouette. Et lui, il va attirer plutôt les papillons de nuit. Il va aussi abriter des chenilles. euh, et il fleurira du mois de mai au mois d'août. Parmi d'autres, mais la glycine est très très mellifère. Elle permet d'offrir une floraison étalée d'avril, mai, juin avec une refloraison au mois d'août. Voilà, elle est particulièrement intéressante pour les abeilles avec longue queue, mais voilà, faire attention parce que il a une très grande force et donc attention où vous le placez, il pourrait écraser une gouttière ou On va passer maintenant aux aménagements fleuris. Bien sûr, il existe encore tout un panel hein, d'espèces euh, horticoles. En tout cas, là, je m'y connais moins, mais n'hésitez pas à consulter les différents sites. Le principe, en tout cas, à retenir, c'est que vraiment, les arbustes offrent une nourriture sur une plus grande quantité de nourriture et vous pouvez étaler la disponibilité en nourriture. Les aménagements fleuris vont être aussi intéressants. Et pour commencer, vous pouvez commencer par des pratiques très simples et laisser une partie sauvage. Donc que vous ne tondez pas du tout pendant l'année. Vous pouvez même ne pas tondre pendant 1, 2 ou 3 ou voire 4 ans en fonction de forcément si vous êtes près d'un bois, vous avez un risque d'emboisement plus important que dans un milieu ouvert. Mais voilà, ça va être très riche de laisser une partie sauvage. Hem, L'idée, c'est donc quand vous fauchez, c'est absolument de ramasser et d'exporter donc la matière fauchée. De cette manière, vous allez rendre le terrain plus pauvre et un terrain pauvre sera plus favorable à un grand nombre de fleurs. Et n'hésitez pas à mettre des zones à nu si vous voulez un peu dynamiser votre friche. Vous pouvez faire des tournantes et déjà quelques mètres carrés suffisent. Ici, on a sur les photos des grandes surfaces, mais quelques mètres carrés, ça peut déjà être intéressant. Ça permet aussi de laisser tranquilles les abeilles qui terricolent, donc qui font leur nid dans la terre. Voilà. Et puis, on va voir que les fleurs vont aussi servir de gîte à de nombreuses abeilles. Une espèce que vous allez sans doute voir apparaître, c'est l'ortie. Voilà, l'ortie, elle est souvent peu appréciée, mais j'imagine que parmi vous, un grand nombre de personnes ont déjà un jardin nature et l'ortie est très favorable à un grand nombre de pollinisateurs, notamment des papillons dont les chenilles vont se nourrir des feuilles. Voilà, ici, vous avez une chenille de pan du jour. Et puis des adultes comme des cirfes, des bourdons, des abeilles vont se nourrir du nectar des orties. La floraison est de juin à octobre, ce qui est aussi pas mal parce qu'on a en été, on a toujours un creux de floraison, donc ce genre d'apport est intéressant. Une autre espèce que vous risquez de voir apparaître, c'est le patoire chanvrine. C'est une des plus grandes fleurs indigènes qu'on a chez nous. Et elle est vraiment très intéressante parce qu'elle est appréciée à la fois pour son nectar, mais aussi pour ses feuilles. Elle va fleurir de juillet à septembre. Donc ça, c'est vraiment une fleur à préserver si vous la voyez apparaître. Et puis, elle va se ressemer toute seule. Vous pouvez aussi décider de continuer à tondre, mais de tondre une partie une fois sur deux. Ça permet aussi voilà, de jouer un peu oui, sur l'esthétique de votre jardin. Vous pouvez jouer, faire des formes. On vous conseille de plutôt couper assez haut
ça permet que l'herbe ne repousse pas trop vite. Et alors ramasser la tonte, toujours dans cette idée de favoriser les fleurs. Un autre truc qui peut vous permettre de retarder la première tonte et donc de permettre aux fleurs mellifères d'apparaître, c'est de mettre des bulbes dans votre coin de pelouse. De cette manière, voilà, vous agrémentez votre jardin de couleurs et en même temps, voilà, vous renforcez la nourriture, la disponibilité en nourriture pour les insectes. On a le crocus qui fleurit en février-mars et certaines variétés horticoles vont même fleurir en octobre. L'ail des ours pourra à la fois vous ravir dans la cuisine, mais aussi au mois de mai offrir de la nourriture aux insectes. Et puis les personnages, j'aurais dû commencer par eux aussi, hein, en février-mars. Mais à ne pas mettre vraiment à côté de l'ail des ours, puisque les deux espèces se ressemblent très fort et que l'ail des ours, que le personnage est toxique. Voilà. Vraiment ne pas mettre ensemble, ou alors ne pas les manger. Mais... Et puis on a les jonquilles qui fleuriront de mars à avril. Et de cette manière, on peut vraiment étaler la floraison et freiner le temps de la première tonte. Voilà, il faudra peut-être être patient si vous avez toujours eu un gazon tondu fortement. Il faudra un petit peu de temps avant qu'apparaissent les premières fleurs. Bon, les premières, ce seront forcément les pissenlits, mais vous pourrez aussi avoir le plaisir de voir des myosotis qui profitent donc de cette tonte différenciée. Vous pouvez aussi donner un petit coup d'accélérateur à votre pelouse et décider de semer des graines de pelouse fleurie, c'est-à-dire de fleurs qui ne dépassent pas une certaine hauteur, qui vous permettront de tondre, de quand même continuer à tondre tout en ayant des fleurs. Donc il faudra à l'automne voilà, mettre une partie du sol à nu, bien enlever les graminées et alors semer sur ces zones découvertes, tasser et puis bien arroser. Et alors là, espacer un maximum les tontes pour favoriser la floraison. Et là, l'avantage des pelouses fleuries, c'est que vous pourrez mettre des espèces qui sont plutôt des espèces de coins d'ombre. Contrairement aux prairies fleuries où là, elles doivent être en plein soleil puisque les fleurs sont plutôt des plantes de plein soleil. Là, on pourra retrouver des espèces comme la brunelle commune et on en verra encore d'autres, la prime vert aussi. Ici, on a un papillon un fadet commun qui se régale sur un plantain lancéolé. Voilà, ce sont des fleurs qui parfois n'en payent pas de mine, mais qui sont attractives pour les insectes pollinisateurs. Et donc, je l'ai déjà mentionné, la prairie fleurie va être aussi un atout pour si vous avez envie voilà, de mettre la main un peu plus à la pâte, vous pouvez décider de mettre en place une prairie fleurie. Donc là, pareil, plutôt privilégier les espèces indigènes et si vous prenez enfin, bien vérifier que le mélange d'espèces, voilà, souvent les espèces de graines, les sachets de graines achetés dans les grandes surfaces vont plutôt présenter des fleurs qui sont extravagantes, très colorées, des fleurs doubles, des pompons, mais qui sont très peu intéressants pour les insectes. Pour bien réussir votre prairie fleurie, il faut l'installer sur un sol pauvre, ensoleillé et à l'abri du vent. Un indicateur, c'est si vous avez un terrain envahi d'orties, c'est que vous êtes sur un sol riche et donc plutôt éviter ou alors carrément exporter un peu de terre, mais voilà, préférez la mettre à un autre endroit, sinon ça ne marchera pas. Et alors, la période la plus adéquate pour semer sa prairie fleurie, c'est de septembre à octobre, grand max, avant les grands gels. Pareil que pour les plantations, hein, l'idée c'est que les plantes auront déjà un peu pu développer, se développer avant heu, oui, avant l'hiver.
Certaines essences annuelles, par contre, comme, le coquelicot, peuvent être semées, au mois de mars, avril, voire au mois de mai. Pour l'entretien, pour que votre prairie fleurie perdure un maximum de temps, c'est-à-dire qu'il y a un maximum de fleurs qui restent le plus longtemps possible, c'est, de faucher au mois d'octobre. Vous fauchez, vous laissez les fleurs coupées sur place, pendant 2 semaines, 1 à 2 semaines pour permettre aux graines de bien, rester, oui, c'est ça, rester en place quoi, tomber des fleurs et de cette manière, les plantes annuelles pourront se ressemer et l'idée, c'est toujours d'appauvrir, le sol, sans quoi on va plutôt favoriser le retour des graminées qui sont vraiment favorisées par un sol riche et donc ce genre d'aménagement devra sans doute être fait si vous voulez en tout cas des fleurs éclatantes, comme la prairie de coquelicots, ça c'est vraiment, une prairie, de fleurs annuelles, hem, qui se développe, heu oui, c'est ça, vous allez voir votre prairie, pardon, excusez-moi, vous allez voir votre prairie se modifier, d'abord les annuelles et puis les bisannuelles, les vivaces, qui seront moins colorées que la première année, mais qui seront tout aussi intéressantes. Alors, certaines abeilles sont, spécialisées, sont vraiment liées à une, 2, 3 plantes ou un groupe de plantes. D'autres sont, généralistes, ça veut dire qu'elles peuvent aller un peu partout. Pour les abeilles spécialisées, vous avez par exemple, l'antidie à manchette qui est lié à la campanule des murailles. C'est un exemple pour un peu illustrer, hein, ce genre d'espèce. Pour une larve d'antidie à manchette, il faut environ 1000 fleurs, de leur plante hôte, donc qui est, l'épierre. Voilà, c'est un peu un exemple, mais d'autres, ont besoin de moins d'individus. Le chélostome, par exemple, le chélostome commun, lui a besoin de 20 campanules pour une larve, donc c'est déjà un peu moindre. Mais, voilà, ça peut être intéressant d'avoir un massif avec une seule espèce, pour, ce genre d'abeilles spécialisées. Vous avez donc ici la campanule des murailles qui fleurit du mois de mai au mois d'août. La bourrache qui est une plante très intéressante, qui se développe dont les fleurs, fleurissent, de juin à août. D'autres espèces encore, intéressantes, c'est le lamier pourpre par exemple. Ça c'est, intéressant parce qu'il fleurit très tôt, de février dès le mois de février, et voilà, vous pouvez le mettre aussi plus à l'ombre, il apprécie assez bien, l'ombre et puis le pissenlit, hein, ça reste une espèce très intéressante parce qu'il a un pollen très abondant et il a une floraison très étalée. Vous pouvez aménager donc des zones de 1 m² à 20 ou 30 m². Hem, pour l'entretien, voilà, on conseille plutôt de délimiter la parcelle. Vous mettez le sol à nu et vous repiquez, 1 à 2 plants par mètre carré pour les grandes plantes et sinon pour les plus petits, vous pouvez mettre, voilà 5 à 10 plants maximum par mètre carré et bien pailler, pour permettre, à la plante de se développer, sans concurrence. Et si vous optez plutôt pour des semis, bien désherber pendant la croissance et voilà, vous pouvez entretenir et désherber, pour maintenir, l'aspect monofloral, vraiment privilégier, la fleur que vous avez choisie. Vous pouvez faire comme ça aussi des petits patchs et vous dire que voilà, pareil dans la pelouse, faire des petits mètres carrés, d'une essence et espérer aussi que, la plante se disperse. Les lamiers vont pouvoir se disperser de cette manière, parce que voilà, ça peut vite monter à cher si vous achetez des plants, à repiquer et voilà, laissez bien la hampe florale jusqu'à l'année suivante parce qu'elle peut servir à la nidification de certains pollinisateurs. La lysimaque est une plante aussi très intéressante, pour la macropète commune et elle fleurira, de juin à septembre.
La cardeur, elle est aussi très facile à multiplier par semis. Voilà, si vous en balade, vous récoltez des graines dans ces beaux chardons qui sont même beaux en automne, vous pouvez les ressemer chez vous. La première année, vous aurez une rosette puisque c'est une bisannuelle et l'année d'après, vous aurez la fleur. Les centaurées sont un groupe très très intéressant. Donc en bas à gauche, elles vont attirer de nombreux papillons et nourrir de nombreuses larves. Alors, on a aussi la ciboulette qui est très nectarifère, qui est une plante clé pour certaines espèces d'abeilles sauvages du genre Hyalaeus et qui fleurit de juin à août. Alors, voilà quelques exemples de parcelles dans un village d'abeilles avec notamment les lysimaques et les salicaires. Ça, c'était une expérience qui avait été faite avec des massifs monofloraux. Voilà encore quelques espèces, en tout cas que j'affectionne beaucoup, c'est la pulmonaire qui aussi offre de par son feuillage un aspect esthétique intéressant. Le lierre terrestre aussi. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a encore énormément d'espèces, mais vous avez déjà un peu des espèces clés et vous pourrez en retrouver dans ce guide qui malheureusement, je pense, n'est plus publié. En tout cas, il est consultable à cette adresse-ci. Et l'avantage, c'est que vous retrouverez des fleurs indigènes, horticoles, qui sont utilisées, qui sont conseillées dans tout ce qui est aménagement d'espaces verts. L'avantage aussi, c'est que vous avez à la fois la couleur et la période de floraison, la hauteur. Donc, vous pouvez vraiment jouer et faire une composition d'un massif sur cette base. Voilà donc pour les ressources en nourriture. On va passer maintenant au gîte. De quoi ont besoin les insectes pollinisateurs? Eh bien, certains ont besoin de bois mort, comme les cirfes, la cétoine dorée, des abeilles, des bourdons aussi, qui vont aller dans des cavités d'arbres. Et voilà, parfois ils recherchent des micro-habitats chauffés par le soleil. On a ici un pardon, Xylota cenis, voilà, un insecte pollinisateur vraiment lié au bois mort. Et là, c'est très simple, il vous suffit de mettre des bûches de différentes tailles dans votre jardin et vous aurez d'abord des coléoptères qui vont s'y installer et d'autres insectes, ça profite, qui vont commencer à décomposer le bois. Et puis, vous aurez différentes abeilles sauvages qui vont profiter des galeries. Et puis, quand le bois, la souche sera vermoulue comme en bas à gauche, certaines abeilles sauvages vont y creuser leur galerie. Voilà, c'est déjà aussi un aménagement assez simple et ça vous permettra aussi d'observer des insectes. Vous pouvez aussi choisir de percer une bûche. Alors, c'est important de ne pas la transpercer de part en part et idéalement plutôt le faire, contrairement à sur la photo, le faire de manière donc depuis l'écorce vers le cœur de l'arbre. Ça évitera ces fissures en rouge qui peuvent être dommageables pour l'insecte. Mais on voit que malgré tout, certains de ces trous sont occupés par des abeilles sauvages. On va plutôt préférer un bois dur et sec, comme le chêne, le hêtre, le châtaignier, le charme ou le robinier. On pourra aussi utiliser des tiges creuses, comme de la paille ou les ombellifères, les bambous. Ce qui est important, c'est de couper systématiquement après un nœud parce qu'il faut qu'il y ait un fond. Si l'insecte voit le jour dans la tige, il ne va pas s'installer dans la tige. Vous pouvez constituer des fagots comme sur la photo de gauche, ou bien les mettre dans un pot, dans une tuile, dans un massif fleuri, bien la mettre au soleil et à l'abri de la pluie.
pouvez aussi, certaines abeilles vont préférer des tiges à moelle, comme le sureau, le framboisier, les ronces. Mais si vous les couchez dans votre hôtel à insectes, là, ils ne vont pas aller dedans parce qu'ils ils vont plutôt y creuser leur nid quand la tige est verticale et plutôt de manière isolée. Donc là, on pourra mettre une branche ou l'autre de manière verticale sur des piquets, mais donc pas dans un hôtel à insectes. Quelques règles de base, si vous faites, maintenant on appelle plutôt ça des abris à insectes parce que voilà, les hôtels, il y avait une dimension aussi plus grande. L'important, c'est de faire des abris de petite dimension. Éviter de rassembler trop d'insectes au même endroit, ça peut être une occasion pour les maladies de se développer. Le diamètre des trous des tiges ou des trous perforés devra varier entre 2 et 9 millimètres. Et de cette manière, vous pourrez accueillir plusieurs espèces sauvages. Et la profondeur doit être suffisante. Pour les petits trous, on devra avoir une profondeur plus grande, de 12 à 15 centimètres. Et ou pour les grands trous, une profondeur de 12 à 15 centimètres. Et le plus petit trou, on peut aller aux alentours de 10 centimètres. Voilà, et idéalement, enlever les échardes à l'orifice pour éviter que les insectes ne se blessent. Les conseils, c'est de ne pas dépasser 1 m², ce qui est déjà beaucoup, hein. Et ça évite aussi d'attirer les prédateurs. Donc voilà un exemple d'hôtel à insectes, d'abri à insectes plutôt. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les insectes n'ont pas besoin de ceci. La vocation de ces abris, c'est vraiment plutôt une vocation pour nous d'observer, d'apprendre, de découvrir. Mais dans la nature, les insectes n'ont pas besoin de ça et ils vont plutôt aller. euh, leur gîte est dispersé finalement. Ça n'arrive pas dans la nature qu'on retrouve ce genre d'abri, puisque ça concerne principalement des espèces solitaires. Pour les abeilles terricoles, on a vu que ça concerne 80 des espèces d'abeilles. C'est important de laisser finalement, donc on voit que c'est une grande proportion des insectes qui sont plutôt attirés par de la terre nue. Malheureusement, ce sont des surfaces qu'on va retrouver peu dans nos villes, villages, jardins. Donc, si vous avez des surfaces à nu, voilà, c'est très bien aussi pour les insectes. Du moment que le sol ne soit pas trop compacté pour qu'elles puissent euh, s'y terrer. Et vous avez des exemples ici de bacs pour ces espèces terricoles, de bacs à sable. L'important, c'est que le fond soit ouvert pour permettre aux abeilles de creuser et de mettre une granulométrie de sable variée. Et voilà, si vous avez beaucoup de chats dans le quartier, c'est quand même bien de mettre un grillage, sinon vous allez voilà, offrir une nouvelle litière à tous ces chats. Voilà ici des exemples d'abeilles sauvages qui nichent dans des milieux sablonneux. Voilà, on voit le nid hein, quand elles sortent, enfin en tout cas quand elles sortent, elles font des petits monticules comme ça. Vous avez peut-être déjà vu ça sans vous en rendre compte. Voilà ici, entre les joints des pavés, ça peut être aussi des espaces très intéressants pour les abeilles. Et donc voilà, à ne pas hésiter si vous faites un chemin dans votre jardin, de privilégier plutôt que du béton, de privilégier des pavés avec des joints élargis dans lesquels les abeilles peuvent venir faire leur nid. Voici un autre exemple d'une espèce terricole qui, elle, est liée à, j'en profite parce que j'aime beaucoup aussi cette fleur, qui est la Cnossie, voilà, qui est très appréciée par cette abeille, l'alicte de la scabieuse. Voilà, c'est aussi une espèce qui est très facile à implanter dans un jardin et qui va aussi se disperser facilement. C'était surtout ici pour montrer que c'était une espèce séricole, donc pas hésiter à laisser dans vos graviers des espaces ou dans vos pelouses où on va voir d'autres aménagements possibles. Voilà. Un aménagement possible pour ces espèces horticoles, c'est d'aménager un terrain de sable
Et donc là, l'idée, c'est de faire un lit de gravier. D'abord d'enlever, la couche d'herbe. Vous mettez ensuite une couche, de gravier, pour bien drainer le sol et au-dessus, vous mettez environ 30 centimètres de sable et vous pouvez mettre, des pierres sèches aussi pour maintenir, l'espace et voilà, créer aussi des dunes et même mettre des espèces, adaptées, au sable. Et voilà, mais vous faudra malgré tout être bien attentif, à ne pas, vous laisser envahir par les graminées. Voilà ici un exemple avec une zone rocailleuse. Donc on a, ici, on a recouvert une butte de terre, de cailloux et l'avantage, c'est que les pierres vont accumuler la chaleur et vous allez pouvoir implanter des fleurs de milieu aride qui sont très riches en nectar, comme toutes les plantes, aromatiques ou les fleurs, de rocaille. Ça va créer donc des îlots de chaleur, au jardin qui peuvent, être intéressants. Donc vous choisissez vraiment une zone bien ensoleillée, hein. Vous retirez, la terre végétale, vous ajoutez le sable et gravats et puis les cailloux et donc toujours bien entretenir, la végétation, non désirée. Voilà un autre exemple ici avec, des murs de pierre sèche qui peuvent être, disposés pour soutenir, de la terre, ou alors installés isolément. Donc vous recouvrez toute la butte de pierre, qui va être un lieu de vie idéal pour, de nombreuses espèces. Je vais vous montrer quelques exemples, en images. Voilà, vous avez ici un beau mur, en grosse pierre, et l'exemple, assez, emblématique, c'est forcément la spirale aromatique, qui est très intéressante parce que, voilà, donc ça crée des îlots de chaleur, on va pouvoir implanter des plantes aromatiques et puis dans les pierres vont pouvoir s'abriter aussi des insectes et autres, hem autres animaux et donc on voit à nouveau donc là on recouvre, on met on installe, la spirale, on met bien, au centre des gravats, des graviers et puis on recouvre, de terreau et de terre et là, voilà, on voit le résultat avec au pied à gauche une petite mare, pour avoir vraiment un gradient, d'humidité et voilà, vous pouvez offrir ainsi tout un panel de milieux et vous pourrez avoir, différentes plantes, à votre disposition. Donc ici, on ne sera pas dans la stratégie de massif monofloral, mais malgré tout, c'est intéressant aussi parce que des espèces généralistes vont pouvoir aller à gauche, à droite et voilà ici un autre exemple d'une très belle spirale, aromatique et dans cette spirale, les indispensables, ça va être, l'origan vulgaire, qui est très intéressant, à la fois pour des papillons, si vous avez un massif, d'origan, vous pouvez voir en été, heu, la fréquentation incroyable, par les papillons. Ça, c'est assez chouette à regarder. Hem Et puis, vous aurez tout ce qui est thym, romarin, lavande, sauge, verveine, tout ça va être très, mellifère, et attractif durant, tout l'été. Et voilà, on a parlé du gîte, du couvert, mais ne pas oublier le bar parce que, certains insectes peuvent avoir besoin d'eau pour, notamment les insectes qui vivent en colonie pour, rafraîchir la ruche. Donc les abeilles vont récolter des gouttelettes d'eau pour aller, aérer et rafraîchir, la ruche ou pour, donner à boire aux larves. Vous pouvez, bah, si vous à défaut de pouvoir installer une mare, déjà, créer un abreuvoir. Donc ici, c'est une simple coupelle avec, des cailloux dedans pour permettre aux insectes, de s'y poser sans se noyer. Voilà, on arrive tout doucement à la fin. Juste pour rappeler que forcément, si vous voulez attirer les insectes pollinisateurs,
c'est très important de ne pas utiliser de pesticides et on évitera les espèces exotiques, mais on a vu que certaines pouvaient être, malgré tout intéressantes pour autant que, nous ne sommes pas dans la liste des espèces invasives qu'on peut retrouver, sur le lien. Les horticoles, on évitera les fleurs à double ou à pompons, les fleurs doubles, à pompons, à grosses fleurs qui produisent moins ou pas de nectar. Et alors dernier petit tuyau, voilà, éviter d'éclairer inutilement parce que ça impacte très négativement sur, les papillons de nuit. Voilà, si vous voulez, aménager un jardin pour les insectes pollinisateurs, c'est un aspect, important. 2 ouvrages, que je vous conseille, tout d'abord, non, tout d'abord 2 liens, donc des sources, gratuites que vous trouverez sur internet. Le jardin pour les abeilles sauvages, comment les accueillir, les observer et les protéger, dont sont tirés plusieurs, dessins de la présentation. Il est très intéressant et si vous voulez aller plus loin, vous aurez, une série de plantes, en plus. Voilà, vous avez l'adresse, du lien. La base de données EcoWall qui est vraiment très chouette. Vous pouvez choisir en fonction de la floraison, de de la hauteur, voilà, c'est un peu plus, didactique que le livre que je vous montrais avant et enfin ces 2 livres qui sont très chouettes, Agir pour la nature au jardin et Un jardin pour les abeilles. Alors, voilà. Si vous avez, envie d'en savoir plus, de savoir quelles sont les dates de nos prochaines formations, je vous invite aussi à aller voir notre site internet, notre page Facebook et notre page Instagram. Voilà, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. En tout cas, j'adore, partager ceci avec vous. J'espère que ça vous aura apporté, des éléments de réponse ou pour, aménager votre jardin. Je suis ouverte maintenant si vous avez des questions. Merci Maïté. Ah oui, j'ai noté quelques questions. Alors, je vais juste lancer le petit sondage de satisfaction avant que les participants s'en aillent. Voilà, simplement pour avoir un petit retour sur le contenu. Donc là, ça devrait s'afficher. Voilà. Alors, je récupère donc des questions qui ont été posées par rapport aux bûches percées. Une question par rapport au sens. Vu que d'habitude on voit, les bûches percées dans le sens de la longueur et pas comme ce que tu disais, qui est conseillé plutôt à partir de l'écorce. Et alors est-ce qu'il y a vraiment un danger, pour les abeilles de fréquenter les bûches qui sont finalement percées dans le sens des fibres? Et alors idéalement, c'est quand même mieux dans le sens de l'écorce vers, le cœur parce que, en séchant ou alors prendre un bois déjà bien sec parce qu'en séchant, on va voir, ces petites, fissures et voilà, certains disent que ça peut être, je vais voir si j'arrive à le mettre, à C'est vrai que la remettre. photo était parlante quand le bois travaille Oui, et a ouais, je vais vécu un peu, revenir. c'est vrai que ça se fissure, avec le temps. Oui, Ouais, c'est parce que ça et s'il faut 15 centimètres ou 10 centimètres, de voilà. l'écorce vers le cœur, c'est pas évident d'avoir ces 12 à 15 centimètres, hein? Il faut vraiment des Non, grosses c'est bûches pour alors, hein? ça, effectivement, c'est pour ça qu'on voit l'importance aussi pour certains animaux, insectes, d'avoir des bois d'assez grand diamètre, quoi. Hem, ouais. Donc dans tous les abris à insectes, tous les hôtels à insectes où on met des bûches plus petites, forées dans le sens de la longueur, ça sert strictement à rien. Bah, vous aurez peu de chances d'avoir, des insectes qui viennent, y nicher, oui. On m'avait dit à un moment donné aussi qu'il y avait un problème lié aux échardes qui peuvent se produire, mais je ne sais plus dans quel sens, si c'était Bah, du oui, cœur justement, de c'est l'écorce vers le justement cœur ou
dans le sens de la longueur? Justement, dans le sens de la longueur, il y a un peu plus de risques. C'est pour ça qu'on suggère, mais là, ça devient vraiment voilà, du détail très technique. On voit qu'elles pourront quand même être habitées, hein, comme sur la photo, elles Et sont quand même, voilà, mais c'est pas l'idéal, quoi. et est-ce qu'il y a une référence scientifique qui existe ou un livre qui précise ça ou non? Quelque part, Alors je n'ai pas d'article, scientifique là-dessus, mais justement, c'est dans le livre, que je vous mettais en fin de présentation. L'autrice reprécisait que c'était important d'éviter ce genre de fissures. c'est dans quel Donc livre que vraiment, donc c'est le dernier livre que je vous mettais, hop, les salamandres ou bien l'autre? non l'autre. Voilà, Un jardin pour les abeilles et finalement quand on y réfléchit dans la nature, les arbres, les abeilles vont plutôt, forer elles-mêmes, leur galerie, dans du bois déjà très sec ou de manière, de l'écorce vers le cœur de l'arbre, quoi. On voit Mmh bien que c'est pas du tout naturel une bûche, sciée de cette manière et sinon elles vont plutôt, opérer comme je vous le montrais, hein. Elles vont profiter, mh. en fonction de leur pouvoir, leur capacité à creuser dans le tronc, elles vont, voilà, utiliser d'autres insectes, les galeries réalisées par d'autres Mmh. insectes, quoi. Donc c'est bien aussi de, voilà, laisser des tas de bûches comme ça, là, j'avais mis dans mon jardin une très grosse, souche que j'avais trouvée et elle s'est assez vite, mis à grouiller de vie, d'abord par les saprophytes et puis, voilà, j'ai déjà vu bourdonner autour, Mmh. Je rebondis Merci. là-dessus parce qu'il y a, Oui. une espèce de coléoptère, heu, qui, justement, je pense qui profite du bois en décomposition. Oui, C'est pas la cétoine dorée oui, oui. qu'on peut retrouver facilement, dans ce genre de milieu? La larve, en tout cas. la larve, Et on pourra la retrouver dans le compost notamment, ouais, aussi, voilà. ouais. Est-ce que je passe à la question suivante? Mmh. Alors, on est sur la partie avec, le sable et les fameux bacs à sable. Oui. Est-ce qu'il y a un type de sable conseillé? Alors là, Et le schéma donné, il vient de quel, auteur aussi, plus précisément, de quel livre? le schéma avec Oui, avec le ça grillage au-dessus. Non, non, avec le grillage au-dessus, le bac avec le ah grillage. ça, c'est des exemples, c'est la commune de Beauvechain qui a réalisé, ce bac à sable Et donc la qualité du sable, qui est précis et c'était du sable, de rivière, hein, qu'on peut trouver, sable dans tous les magasins comme pour les oui, bacs à sable, quoi et oui. là, vous avez différents types de granulométrie, Et donc les photos viennent de la commune de Beauvechain ou bien viennent aussi d'un document? Les photos, ouais, ces photos-là venaient de la commune de Beauvechain, pour la plupart et d'autres sont des photos, trouvées sur internet pour illustrer un peu le propos, mais la photo de gauche, en bas à gauche et avec la grille, c'est d'ailleurs eux qui disaient que c'était important. Ils ont dû mettre une grille pour éviter les chats, Ouais et donc ils ont une publication quelque part qui non, ils montre n'ont pas de ça ou bien? Ah, publication. d'accord. C'est pour pouvoir essayer d'argumenter vis-à-vis de certaines personnes et vis-à-vis de certains fonctionnaires communaux pour, montrer, Ah oui, oui, c'est ça, l'avantage, hein. Parce qu'ils oui. sont occupés à supprimer tous les trottoirs qui sont Ah justement avec beaucoup ouais. par contre, voilà, je pense que ce genre d'aménagement, ça peut être intéressant, ça a une vocation plutôt didactique, mais Mmh. par contre, ce qui a été étudié, c'est dans un cimetière, le cimetière d'Aubange, par exemple. Aubange. Alors cette photo-ci vient d'une étude réalisée au cimetière d'Aubange où,
voilà, justement, il comptait il y a une tendance actuelle, c'est de végétaliser les cimetières. Mmh. Donc ce qui est une très bonne chose puisqu'on ne peut plus utiliser de pesticides et une solution pour moins désherber, c'est d'enherber. Mmh. Mais sauf à certains endroits, on va, dans ce cimetière, il y avait un coin qui était, occupé par des halictes, de la scabieuse et voilà, là, l'étude montrait que c'était intéressant de laisser une partie, de ce cimetière, non enherbée et là, je peux, voir si je peux vous fournir cette étude qui a été, réalisée. Oui, ce serait chouette ça parce qu'on essaye vraiment de faire comprendre que d'aller, enlever tous les trottoirs et de remettre des trottoirs à multicouches, toutes les abeilles solitaires, terricoles vont disparaître. Or, il y en a vraiment, c'est Oui, vraiment et ils comprennent pas, hein. C'est un oui, argumentaire qui a été repris dans la contestation, puis qui n'a plus été repris après. oui, Mmh mh. oui, c'est vrai. Mais ça, elle le Mmh. redisait encore dans le 2e ouvrage que je vous montrais, de Mmh. chez Delachaux, Niestlé. Hem, oui et c'est vrai que c'est des surfaces qu'on retrouve peu, en ville ou dans les jardins, Tout à fait. J'ai marqué ici, donc au Vauchin et au Bange. Oui. Merci. Je ne vois plus d'autres questions. Il n'y en a pas une qui m'est passée là? Attends, il y en a une qui vient de passer, il me semble. Sinon, c'est, de la part de madame Castelot, ça a été posé directement à moi. Vis-à-vis des plantes indigènes, des plantes invasives plutôt, celles qui sont répertoriées dans une liste, Mmh. au niveau de l'Europe, est-ce qu'il y a une réglementation qui les interdit à la vente? Et j'avais un doute, mais en effet, il y a une liste qui est, clairement interdite à la vente. Maintenant, le buddléia, je Oui, pense c'est une autre liste. oui. En fait, il y a différents degrés d'invasivité, on va dire. Il y en a qui sont vraiment sur la liste noire, qui ne sont pas, autorisés à la vente. Il y en a qui sont sur une liste rouge, qui sont encore autorisés à la vente, mais en Wallonie, en fait, c'est le fédéral qui autorise ou pas ce qu'on peut mettre en vente et au niveau de la région wallonne, en tout cas, on ne peut plus, dans les espaces publics mettre, du buddléa, par exemple. Mais malheureusement, on peut encore le vendre, donc ça pose quand même problème, voilà, il y a encore, des incohérences au niveau la législation n'est pas encore assez forte au niveau des invasifs parce qu'une Mmh. espèce qui n'est pas encore sur la liste noire aujourd'hui, elle le sera si on continue à les vendre et à les acheter, à les planter. Le problème du buddléia, c'est qu'il s'envole très vite et qu'il se propage Oui, partout. oui. Alors du coup, certaines jardineries ou certains obtenteurs disent qu'ils ont mis des variétés stériles, soi-disant, Oui, qui ne se qui prolifèrent moins. Mais est-ce vraiment vrai, oui ou non? Et quel est le problème? Est-ce qu'il est encore là pour les papillons, oui ou non, quoi? oui, c'est ça et même si finalement il y a 2 aspects dans le buddléa, c'est l'aspect invasif et puis l'aspect, voilà, il sera quand même moins intéressant, en tout cas pour les pollinisateurs, quoi. J'en profite pour annoncer la prochaine séance, de visioconférence qui sera justement sur le sujet des plantes invasives, où ce sera une autre collègue qui est assez Mmh. spécialisée dans le domaine et là, ce sera le 26 juin, donc en soirée aussi, via Zoom. Donc restez, attentifs aux dates qui seront, je pense qu'il y a moyen déjà de s'inscrire via le site internet de toute façon. Donc voilà, là où on aura l'occasion d'en parler, hein, Le plus amplement. 26 juin, oui, c'est ça. Ouais. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour toutes les références. C'est super intéressant d'avoir ces références parce qu'au moins ça permet d'argumenter Mais oui, oui. et puis de se documenter aussi, tout à fait. Oui. Bah, n'hésitez pas, voilà mon adresse mail c'est maïté@adalia.be Mmh.
et oui, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez, besoin de plus, de documentation ou de références. Il y a une personne qui demande s'il y a des petits trous dans son jardin à plusieurs endroits. Quel est le diamètre des trous faits par les abeilles en général? Parce qu'il y a les fourmilières et il y a les nids d'abeilles solitaires, terricoles. Oui, je de mémoire, c'est ça, ça peut aller de 2. Attendez. On dit, c'est ça, les diamètres entre 2 et 9 millimètres. Donc c'est oui, ça peut être vraiment tout petit à presque 1 centimètre, quoi. Ouais. Mais là, vous voyez sur la photo que j'ai laissée, c'est assez chouette. Oui, il vous suffit parfois d'attendre et puis hop, vous voyez une petite tête sortir. Et pour le moment, il y a les 2 sur les trottoirs. Il y a tant les nids de fourmis que les nids Ah d'abeilles. oui, oui, c'est possible. Donc et le visuel est quasi le même, sauf qu'il y a peut-être quand même plus de terre qui sort des joints lorsque ce sont des fourmis que lorsque ce sont des abeilles. Ouais. Bah, en général, vous pouvez ouais, pouvez regarder, attendre et Oui, voir, tout ce à qui fait, oui. sort. Mmh. Et d'où Voilà, voilà. l'importance aussi de ne pas faire des hôtels à insectes de luxe, Non, parce oui, que c'est ça. ça c'est pas vraiment donc les rondins, comme Ouais. récupérer un rondin et le percer d'écorce à écorce, d'écorce vers le cœur. Mmh. Ça, c'est vraiment la le plus important dans enfin, une des Maintenant, ça choses. marchera quand même, hein, mais si on veut bien faire les choses, Mmh. voilà. Et un immense merci. Avec Merci à vous, plaisir. madame. Vraiment, mmh, écorce vers le cœur. On va peut-être clôturer tout doucement, hein. Mmh. Il y a certaines personnes qui sont déjà parties. N'hésitez pas, si par la suite vous avez, des questions à nous les poser via nos adresses mail, soit Maïté, soit moi, Bastien Domken. Tous les contacts sont sur le site de toute façon. Et ici, vous recevrez tous les dias. Toutes les dias seront envoyées en fichier PDF par la suite. Et donc, vous aurez les liens qui sont cités dans la présentation, hein, ainsi que l'enregistrement vidéo. Voilà, voilà. À mon avis, ce sera au plus tard début de semaine prochaine qu'on enverra ça. Eh bien, merci à tout le monde d'avoir participé. Et encore Merci. merci à Maïté. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.